Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le 3e épisode de la saison 5 de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Aujourd'hui, menu spécial, on va se profiter d'un anniversaire, un anniversaire bien particulier, celui du 1000e but de Pelé. C'était le 19 novembre 1969, donc pas jour J au moment où cette vidéo sort, mais c'était hier, en gros, concrètement, puisque cette vidéo sort le 20. Et pour cela, pour parler, puisque forcément, on parle de Pelé, on parle forcément donc de Brésil, j'accueille le Rubro Negro de la rédaction de Lucarne Opposé, Marcelin Chamois. Salut Marcelin. Salut Nico. Alors, pour débuter, on va planter le décor, concrètement. On va poser un petit peu le contexte. Justement, le contexte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte de ce but, une histoire, je le rappelle et je le précise même avant de te lancer sur la description rapide de ce qui s'est du contexte autour de ce 1000e but, parce que c'est très particulier. C'est une histoire qui est à retrouver dans un de tes articles dans le magazine, dans le numéro 8 du Hello Mag. Voilà, alors donc, Marcelin, le contexte autour de ce 1000e but. Oui, d'abord, il faut rappeler que c'est un compte qui a été fait par les journalistes, pas Pelé qui tenait sa liste. Et donc, c'est fin 1969 que plusieurs journalistes commencent à se rendre compte que Pelé s'approche du 1000e but. Et donc, il y a une période où il cherche un petit peu à faire des calculs. C'est peut-être ça aussi qui va faire polémique ensuite avec des matchs qui sont rajoutés. D'ailleurs, ça agace Pelé sur le moment, parce qu'il veut juste que les journalistes se décident et que cette histoire se passe. Le compte est finalement fait. Et le 1000e but il se fait un petit peu attendre. Pelé se rapproche. Mais c'est déjà une période où il marque moins de buts. Et après, il est à 998 buts lors d'un match dans la Paraíba. Il va marquer sur penalty, donc 999 buts. Et tout le stade s'enflamme puisqu'ils attendent le 1000e but. Mais à ce moment-là, le gardien de Santos va faire semblant d'être blessé. Et puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de changement. Et dans ce cas-là, c'était Pelé qui allait au but. Il va aller 4 fois dans sa carrière au but sans jamais prendre de but. Mais ce jour-là, il va au but et tout le stade comprend que c'est pour éviter qu'il marque son 1000e but dans l'état de Paraíba, loin de Rio, São Paulo. Mais c'est comme ça que l'histoire se passe. Et ensuite, il y a un match au Maracanã. Donc là, le stade est idéal pour le 1000e but de Pelé contre Vasco, qui était son club de cœur dans son enfance. Et il y a un penalty qui est sifflé. Donc c'est le moment d'histoire. Pelé marque après une petite paradinha. Le match est arrêté pendant 20 minutes et Pelé atteint enfin le 1000e but. Voilà, et avec des scènes assez folles sur ce but-là. Voilà, donc il arrive au 1000e but. Tu as bien fait de préciser cette notion qui disait que Pelé ne comptait pas ses buts. C'est moins le cas de nos jours, c'est moins le cas sur certains autres Brésiliens qui ont passé les 1000, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais nous, on va justement s'amuser à les compter, ces buts. On va donc commencer justement par le commencement. Je rappelle donc à cette occasion aussi qu'il y a un article sur le site, cette fois-ci, qui justement fait le décompte complet de tous ces buts inscrits par Pelé, les 1000 et quelques buts de Pelé. J'aime bien la notion de quelques là-dessus qui s'ajoute. Et justement, puisqu'on va quand même beaucoup parler autour de ces 1000 et quelques buts et de ce décompte, est-ce que tu peux nous rappeler ou nous expliquer surtout la méthodologie que tu as appliquée pour le réaliser, ce décompte, parce que, je le rappelle, c'est toi qui t'es amusé à compter tout seul pour vérifier tous les buts. Oui, donc il n'y a pas de but à inventer, donc il y a une liste de buts qui est disponible sur Wikipédia, le Wikipédia portugais, et aussi dans la biographie de Pelé. Et donc après, j'ai pris année par année et match par match, parce qu'il y avait juste le score et le nombre de buts de Pelé. Donc j'ai regardé match par match en fait quelle était la compétition, donc si c'était une compétition officielle ou un match amical, et dans quel pays ça avait lieu. Donc je pense que ça m'a pris entre 50 et 60 heures à peu près pour tout revoir. Et après, pour les infos dont on va parler dans le podcast, il y a surtout 2 livres.
Il y a Santos Ves o Mundo de José Roberto Brandi et Santos o Maior Espectáculo da Terra de Odir Cunha et Marcelo Lucio Fernandes. Donc c'est deux livres qui reviennent sur les matchs internationaux de Santos. Le premier fait un tri par pays et le second c'est un tri par année. Donc c'est deux façons de trier, mais c'est déjà un indice de l'importance des matchs amicaux pour Santos, le fait qu'il y ait des livres qui soient dédiés à cela. Ouais, et on va y revenir parce que tu l'as dit, c'est important et vous allez voir à quel point c'est important cette notion de matchs amicaux qui ne le sont pas forcément. On va y revenir aussi, on va se lancer et on va démarrer tout simplement avec la question la plus simple, puisque tout à l'heure on parlait des 1000 et quelques buts de Pelé, justement Marcelin, quel est le bilan détaillé de ces 1000 et quelques buts? Alors il y a les buts officiels. D'abord on voit souvent 757 buts. Selon IFFHS, donc un organisme de statistiques sur le football, il y a 765 buts. Et j'ai aussi 765 buts quand j'ai refait le total en 833 matchs. Et pour les buts non officiels, dont on va surtout parler aujourd'hui, il y a 517 buts en 538 matchs. Et on voit que pour chaque compétition et pour les matchs amicaux, Pelé est environ à 0,9-0,95 buts par match. Et c'est aussi le cas en Coupe du Monde où il est à 12 buts en 14 matchs. Les matchs officiels, il n'y a pas vraiment de contestation, sauf à la limite ceux du championnat paulista, puisque c'était un championnat régional. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de championnat national au Brésil. Il y avait la Taça Brasil, mais c'était plus une super coupe de champion d'État. Et surtout, ouais, tous les meilleurs joueurs jouaient à Rio ou São Paulo. C'est pas comme aujourd'hui où c'est beaucoup mieux réparti. Les Brésiliens qui s'exportaient, surtout en Italie ou en Espagne, ont aussi beaucoup de succès. Le seul qui est en échec, c'est Didi, donc bon, c'était pas non plus par manque de talent. Donc ça montre aussi le niveau des Brésiliens, surtout qui étaient bien inférieurs à Pelé, qui va beaucoup marquer dans le championnat paulista. Il finit 11 fois meilleur buteur du tournoi, et il marque 469 buts en 411 matchs. Même s'il y a une moyenne plus faible face à ce qu'on appelle le trio de Ferro, donc Palmeiras, Corinthians et São Paulo, où il est à 82 buts en 106 matchs, mais c'est aussi le cas pour d'autres buteurs, par exemple Ronaldo, qui marque 450 buts en 438 matchs avec le Real, mais son bilan est plus faible face au Barça, 18 buts en 30 matchs, et contre l'Atlético, pareil, il est à 22 buts en 31 matchs, donc c'est normal qu'il y ait une légère différence, une moyenne un peu plus faible face aux meilleures équipes. Ouais, tout en rappelant quand même que pour l'un comme pour l'autre, c'est quand même des moyennes assez folles, hein. Faut pas, voilà, hein, c'est pas des moyennes anodines, mais justement, donc tu le disais, le football au Brésil de ces époques-là se concentre essentiellement autour de Rio et Sao Paulo, et je sais pas si on va s'amuser, mais on va surtout s'intéresser à cela. Phrase classique que l'on entend à chaque fois que l'on évoque Pelé et ses buts, que l'on évoque ses 1000 buts ou pas que, ou ouais, pas que ses 1000 buts, mais voilà, à chaque fois qu'on évoque Pelé, on entend cette fameuse phrase, Marcelin, que tu dois adorer. Oui, enfin bon, au Brésil, Pelé, il jouait contre des boulangers, etc., quoi. En gros, le niveau, c'était pas fou. Justement, on va essayer de l'attaquer un petit peu, ce préjugé. Oui, parce que à l'époque, il y avait vraiment une très forte densité de joueurs au Brésil. Et d'ailleurs, le Brésil remporte 3 Coupes du Monde sur la période. Donc, ils avaient les meilleurs joueurs du monde et forcément, ceux des autres clubs, ils étaient aussi très bons. Et il y a vraiment le championnat Carioca et Paulista. Pour le championnat Paulista, ça se joue entre 16 et 20 équipes. Donc, en format aller-retour, donc c'est aussi un long championnat et qui fait partie en fait des meilleurs championnats du monde à l'époque, puisque à São Paulo, il y a évidemment Santos, mais aussi Palmeiras, qui va être champion en 1959, 63 et 66, avec des joueurs comme Jamal Santos, Julinho, Vava, Ademir da Guia. Le Corinthians qui arrive Elino. São Paulo est un peu plus en retrait, parce qu'ils construisent le Morumbi. Donc l'argent part surtout pour la construction du stade, mais aussi une belle équipe. Il y a d'autres équipes intéressantes, comme la Portuguesa et Guarani, et d'autres équipes plus faibles, évidemment, voilà, comme dans n'importe quel championnat. Et les matchs pouvaient être aussi bien ouverts parfois avec des défenses faibles, évidemment ça pouvait arriver. Et aussi, il y avait parfois des matchs fermés où là les défenses étaient violentes. Pour comparaison, par exemple, dans le championnat Paulista 58, Santos a marqué 143 buts en 38 matchs, dont 58 pour Pelé. Donc il y a beaucoup de buts. Dans le championnat, il va y avoir 3,5 buts par match. Et en comparaison, dans la Liga 2012, le Real marque 121 buts, Messi 50 buts en 37 matchs. Et la moyenne est 2,75 buts par match.
Donc on voit qu'il y a des différences, mais elles sont pas énormes, et ce serait comme se baser aujourd'hui sur les larges victoires du Barça et du Real, bon, moi en 2012, pour dire que le championnat espagnol est faible. En fait, c'est pas parce que Santos dominait que le championnat paulista était faible. Ouais, c'est ça, c'est parce que Santos était aussi très largement au-dessus et avait un homme aussi très largement au-dessus. Mais bon, on sait à quel point les préjugés ont la vie dure. Alors, je sais qu'on n'arrivera pas à faire changer d'avis ceux qui pensent que le championnat brésilien de l'époque ne vaut rien. De toute façon, généralement, ces gens-là pensent aussi que les championnats sud-américains actuels ne valent rien. Donc bon, ça changera jamais. Alors on va faire quelque chose de très simple, on va aller regarder un petit peu partout ailleurs dans le monde parce que, tu l'as dit, Santos voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup durant l'ère Pelé. Hein. Oui, il va y avoir énormément de matchs, notamment en Europe, donc on va donner le chiffre tout de suite, avec 115 buts en 104 matchs. Et il y a une première tournée en Europe qui va avoir lieu en 59, puisque un an plus tôt, le Brésil gagne la Coupe du Monde. Et les Européens veulent revoir tout de suite les Brésiliens et surtout Pelé. Et c'est pour ça qu'ils vont inviter Santos. Et puis en plus, pour Santos, cette tournée va permettre de gagner plus d'argent qu'avec la billetterie au Brésil. Et ça va permettre au président de Santos de conserver ses joueurs, notamment Pelé. Et par exemple, en 66, 67 et 69, Santos est qualifié pour la Copa Libertadores, mais ils ne vont pas participer justement pour se consacrer aux matchs amicaux. Donc on voit aussi l'importance de ces matchs amicaux, puisque la Libertadores à l'époque, elle est vue comme violente, parce que les défenseurs veulent arrêter Pelé à tout prix. Et elle Et en l'est, plus, je te coupe 2 secondes, elle l'est. C'est l'époque du Estudiantes, elle est particulièrement violente. oui, en plus, Santos remplit les stades en Bolivie ou au Pérou, par exemple, mais l'argent va être destiné au club à domicile. Donc, pour Santos, financièrement ou au niveau de l'image, il vaut mieux affronter des équipes européennes en amical. Je te coupe 2 secondes et prendre les recettes. Et du Parce coup, que s'ils les prennent pas en Bolivie ou au Pérou, quand ils prennent, comme tu le disais, quand ils se baladent contre les Européens, là pour le coup, c'est eux qui les prennent. oui, ça se partage aussi avec Ouais. le club organisateur, mais là, il touche beaucoup plus d'argent, effectivement. Ouais. Et donc, en 59, par exemple, ils vont disputer 22 matchs en 43 jours, donc dans 9 pays européens. Par exemple, ils vont faire 3 matchs entre le 5 et le 7 juin dans 3 villes différentes. Il commence à Milan et après, il y a Düsseldorf et Nuremberg. Tout à côté. Donc, Hein. le rythme est incroyable. Et d'ailleurs, quand Pelé rentre au Brésil, on lui demande ce qu'il a pensé de l'Europe. Et il dit, j'ai rien vu, j'ai vu que les hôtels et les stades de foot, l'Europe, je sais pas. Les joueurs mangent parfois dans le bus pour gagner du temps parce qu'ils n'ont pas le temps de manger à l'hôtel. Et Pelé doit tout le temps jouer. Par exemple, à Gênes, le speaker annonce la composition de Santos et Pelé est remplaçant. Et du coup, les supporters menacent d'envahir le terrain. Pelé, du coup, est forcé d'être titularisé et il sort au bout de quelques minutes, mais ça suffit à calmer les supporters. Et aussi, un point intéressant, c'est que Santos cherchait vraiment à affronter les meilleures équipes en Europe. Il va y avoir par exemple une victoire 4-1 sur Botafogo qui était également en tournée parce que eux ils ont Didi et Garrincha et l'Europe veut les voir aussi. Il va y avoir une victoire 7-1 sur l'Inter avec un quadruplé de Pelé et un 5-1 sur le Barça. Il y a juste le Real de Di Stefano qui va battre Santos 5-3 et ensuite le Real va toujours refuser une revanche à Santos. Par exemple, en 1961, le Real affronte Vasco au Maracana mais refuse d'affronter Santos au même moment. En 63, il y a un jubilé de Di Stefano qui est imaginé à Paris contre Santos. Le Real refuse à nouveau. Et surtout, lors du tournoi de Buenos Aires, donc là, on repart en Argentine. En 65, le Real participe à ce tournoi. Ils battent Boca Juniors et ils font match nul contre River. Santos bat les deux Argentins et donc il y a un match décisif avec l'avantage du match nul pour Santos. Mais le Real va refuser de jouer en disant qu'ils avaient prévu que de jouer contre les Argentins. Et ils rentrent en Espagne sans avoir affronté Santos. Il y a d'autres équipes qui vont fuir Santos, notamment l'Inter là c'est un match officiel, la Recopa Intercontinentale en 68, où ils perdent le match aller à San Siro et refusent de jouer le match retour même si Santos propose de jouer à Naples. Et il y a aussi un match contre Manchester United, donc qui est prévu 10 jours après la Coupe Intercontinentale en 1962. Mais Santos bat Benfica 5-2 et c'est une vraie démonstration. Et du coup les négociations s'arrêtent après ce match. Qui marque vraiment l'histoire de Santos. Mais même avant le match contre Benfica, Santos est considéré comme la meilleure équipe du monde grâce à ses performances face aux Européens. Et même pour la presse anglaise, où les équipes anglaises sont moins portées que les espagnoles ou italiennes vers ces rencontres face aux équipes d'Amérique du Sud. Mais il y a un match en 62 où Santos bat Sheffield 4-2 et ils obtiennent l'admiration des joueurs anglais qui font une aide d'honneur
à la fin du match pour les joueurs et aussi pour les journalistes anglais où Santos est qualifié d'équipe surnaturelle. Il y a un autre journaliste aussi qui explique qu'il cherche des superlatifs pour les attaquants anglais et se rend compte que c'est futile pour Pelé, parce qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Et donc ces tournées, en fait, Santos va toujours être obligé de jouer et de battre les meilleurs clubs européens pour conserver cette image de meilleure équipe du monde. Et Pelé est obligé de jouer, puisque s'il ne joue pas, Santos touche moitié moins d'argent. Par exemple, en 64, il ne participe pas à la tournée, et l'Atlético de Madrid, qui avait prévu un match, annule ce match. Et en 67 aussi, il y avait 2 matchs de prévus contre le Barça qui sont annulés à partir du moment où Pelé se blesse et on sait qu'il ne pourra pas jouer ce match. Et pour clôturer la parenthèse européenne, Pelé dispute ses derniers matchs en Europe avec Santos en 74 où il est éliminé du tournoi Ramon de Carranza, donc c'est un autre tournoi encore assez prestigieux par le Barça de Cruyff. Ça symbolise un petit peu le passage de témoin. Et Pelé marque un doublé pour son dernier match face au Real Saragosse. Ouais, on le voit, donc il y a véritablement, on revient dans ce que l'on disait avant tes explications sur l'Europe. Voilà, Pelé ne jouait pas que contre le boulanger du coin, et même quand il venait en Europe, il gardait sa moyenne totalement folle. Alors, on va pas vous détailler tout continent par continent. Si vous voulez vraiment le détail, il y est, il est disponible sur Lucarno Posé. Je vais vous mettre le lien vers l'article. Là, vous aurez vraiment tout le détail, continent par continent, compétition par compétition. Voilà, vous en aurez plus. Mais quand même, on va insister un petit peu. Alors, on le voit déjà. Tu dis tu montres l'importance qu'est le fait que Pelé doit jouer, le fait qu'il empile les matchs. Et il faut insister dessus quand même, parce que c'est aussi des choses que l'on entend parfois, oui, les calendriers à l'époque, blablabla. Il faut vraiment insister sur cela. C'est l'incroyable quantité de matchs qu'il dispute. Et alors parfois, ça nous donne des conditions assez folles et des événements limite totalement improbables. Oui, il joue tous les 2 jours en moyenne, surtout au début de carrière, mais encore après, il maintient un rythme élevé de 2 matchs. Il y a par exemple en 73 le match de l'URSS, on en a parlé aussi sur le site, quand l'URSS refuse d'affronter le Chili au Stade National, qui était un lieu de torture de la dictature de Pinochet qui s'était installé au pouvoir quelques semaines auparavant. Et donc il y a ce match pour la qualification où l'URSS refuse de se déplacer. Valdés marque dans le but vide, et pour qu'il n'y ait pas juste ce but et que les spectateurs après rentrent chez eux, le Chili va affronter Santos le même jour, et Pelé, ce match-là, il ne dispute pas puisqu'il va avancer une blessure pour éviter de rencontrer Pinochet, qui avait prévu tout un protocole pour le recevoir sur la pelouse, et Santos va gagner ce match 5-0. Donc maintenant il se voit comme l'équipe qui a humilié la dictature de Pinochet sur son terrain, même si je pense qu'ils n'auraient pas dû jouer ce match, mais en tout cas maintenant ils se disent oui, l'équipe qui a combattu la dictature. À double titre en plus, puisque en plus il y a Pelé qui, pour une fois, parce qu'on en a parlé, on a un autre podcast sur Pelé, on a plusieurs podcasts sur Pelé au final, en fait, pour le coup, Pelé prend une vraie position politique, donc là il y a une double humiliation si Santos veut jouer là-dessus. Oui, ils en parlent aussi effectivement que Pelé a refusé de jouer, surtout qu'il a beaucoup brillé aussi au Chili. Il y avait un tournoi très, très important à Santiago. Et donc c'est un pays où il a beaucoup joué, mais ce match-là, il ne le dispute pas. Il y a évidemment les matchs en Argentine. Alors là, pareil, des matchs amicaux contre des Argentins. Il y a juste le nom, mais c'est des matchs très, très difficiles et très engagés aussi. Et puis après, quelques histoires pour montrer un petit peu le mythe Pelé. Par exemple, en 68, en Colombie, Santos affronte la sélection olympique. Pelé est expulsé et les spectateurs commencent à jeter des objets sur la pelouse. Et donc les organisateurs retirent l'arbitre du match en disant c'est notre match, on peut le faire. Il le remplace par le juge de touche et il va rappeler Pelé qui était déjà parti au vestiaire. Il le rappelle et Pelé rentre en jeu. Il y a une autre histoire aussi en 62 au Pérou où Santos bat Alianza Lima. Donc là aussi, on voit encore des grandes équipes sud-américaines. Et Pelé sort à la place de Pagaon. Et les spectateurs commencent à mettre le feu au stade, littéralement. Ils mettent vraiment le feu aux tribunes. Et du coup, l'arbitre va demander à Lula, l'entraîneur de Santos, de faire re-rentrer Pelé qui était déjà sorti. Et il prend la place de Coutinho. Et le match peut se poursuivre. On voit ces histoires sud-américaines qui sont folles, et il y a les histoires africaines aussi. Oui, est-ce que Santos va aller en Afrique à partir de 66, et ça va être
très important aussi pour le continent africain de recevoir Pelé. Et Santos est aussi maintenant connu comme l'équipe qui a arrêté une guerre. Il y en a même deux en fait, parce qu'en 69, il y a un conflit au Congo qui est suspendu pour que Santos puisse aller de Brazzaville à Kinshasa, ce qui voulait aussi évidemment recevoir Pelé. Et c'est Mobutu qui va envoyer un bateau pour permettre aux joueurs de Santos de traverser le fleuve. Pelé marque 2 buts lors de ce match. Mais c'est la République démocratique du Congo qui s'impose 3-2. Et le jour est ensuite déclaré jour national du sport en RDC. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, quand il y a cette victoire, c'est tout de suite après le jour national du sport. Il faudrait vérifier, on demandera. Si vous le savez, hein, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Non, c'est vrai qu'on n'a pas regardé si c'était toujours le cas, mais allez-y. J'ai essayé de voir sur Internet, j'ai pas trouvé l'information. On appelle nos auditeurs originaires ou étant en RDC s'ils ont l'information à nous la donner. Ouais. Et aussi, il y a une autre guerre donc, qui est au Nigeria, avec une guerre civile toujours en 69. Et il y a un cessez-le-feu de 48 heures pour justement accueillir le match de Santos. Même si j'en parlais dans le magazine, c'est aussi surtout une opération du gouvernement en place pour dire que la situation était maîtrisée et qu'il n'y avait pas de souci puisque Santos pouvait disputer ce match. Et pour revenir au Congo, donc en République du Congo cette fois-ci, c'est un match où l'arbitre ne siffle pas de nombreuses fautes. C'était un match violent et il y avait de nombreuses fautes des joueurs locaux sur ceux de Santos. Et donc le président Marian Gwabi qui assistait au match, il descend pour dire à l'arbitre que Santos est venu pour faire le spectacle et que s'il continue à ne pas siffler les fautes, il va être emprisonné. Donc ça montre la violence de certains matchs et aussi l'importance de ces rencontres pour les dirigeants des pays. Parce que ce jour-là, le jour est déclaré férié au Congo pour permettre à la population d'assister au match ou de le suivre au moins à la radio. Et ensuite, ça va surtout venir après dans les années 70, on l'a vu au début, il y a beaucoup de matchs très importants. Ça va être un petit peu moins le cas dans les années 70. Et Santos va être régulièrement comparé aux Harlem Globetrotters qui vont jouer partout dans le monde. Et le but pour Santos, c'est vraiment de profiter des dernières années de Pelé qui s'approche déjà de la retraite, puisque en fait ils vont faire un investissement pour un nouveau siège social. Ça va finir par être une catastrophe parce qu'ils ne retrouvent pas l'argent. Et du coup, ils sont endettés, ils sont un peu obligés de gagner le plus d'argent possible avec ces tournées et ils prennent un peu tous les matchs disponibles. Mais Santos devient la première équipe à jouer sur tous les continents avec un match en Australie en 72 et en Asie ils vont souvent jouer devant les chefs d'État dès qu'ils vont aller dans plusieurs pays et dès que Santos joue, les chefs d'État assistent à ces rencontres. Donc quand on dit qu'il joue dans son jardin, il y a quand même des gens importants dans son jardin. Ouais, c'est un peu ça. Et surtout, son jardin est très très grand au final. Oui, c'est un jardin qui fait le monde entier. Voilà, c'est ça. Et autre précision pour les amateurs des boulangers, il faut insister aussi sur le fait qu'ils croisaient surtout des bouchers sur le terrain, parce que ce football aussi de ces époques-là était quand même particulièrement brutal, tu l'as déjà évoqué, et pas seulement qu'en Amérique du Sud, où là, il était vraiment, vraiment, vraiment brutal, on l'a dit aussi. On va aborder un dernier point par rapport à tout ce débat parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant avec Pelé et avec ses buts, au-delà des 1000 buts, des 1000 et quelques buts, c'est que quel que soit le total que l'on regarde, il y a toujours débat avec les buts de Pelé. Et donc forcément, on va évoquer le débat sur les buts avec la sélection, avec le Brésil. Puisque c'est devenu, ça a été entériné officiellement, hein, on va dire, par les instances. Neymar aurait... Ah mince, j'ai oublié, j'ai utilisé le conditionnel, aurait battu le record de Pelé avec la sélection. Il s'en approche, mais c'est vrai que pour les buts de Pelé, mais en fait pour moi il n'y a pas vraiment... Enfin aussi on peut toujours en débattre, mais quasiment tous les buts devraient être considérés. En fait il y en a juste quelques-uns qui pour moi ne devraient même pas être dans la liste. C'est en 59 où il est dans l'armée, il fait son service militaire qui était obligatoire à l'époque. Et du coup, il va disputer des matchs, il remporte le championnat sud-américain militaire. Et il va marquer 14 buts avec l'armée qui sont dans le total. Et pour moi, ça ne devrait pas parce que c'était pas un match professionnel. Mais ça montre aussi que tout le monde voulait avoir Pelé, profiter de Pelé. Parce qu'en 59, donc, il remporte ce championnat sud-américain militaire. Il part également en tournée avec Santos en Amérique, donc sud, centrale et nord. Il part en tournée en Europe. Il remporte le championnat national avec la sélection Paulista. Il termine meilleur buteur de la Copa América avec le Brésil. Donc on voit, il joue tout le temps au cours de l'année 59. Il marque 127 buts en 104 matchs. 104 matchs. 104 matchs. 104 matchs. Rendez-vous compte quand même. Et même si on prend en compte seulement les matchs avec Santos
et le Brésil, il marque quand même 112 buts en 91 matchs. Donc ça pourrait être considéré comme l'année la plus prolifique de l'histoire. Clairement, clairement. Alors donc, je le disais, hein, le bilan de Pelé avec le Brésil, officiellement, aujourd'hui, est fixé à 77, hein, c'est ça, hein. Il y a 77 buts, oui, si on fait la même Voilà, distinction qu'on fait pour les clubs. exactement. Et en fait, pas tellement, parce que dans les 77 buts, il y en a 51 qui sont marqués en matchs amicaux, qui sont aujourd'hui décriés pour ceux avec Santos, mais avec le Brésil, ça pose pas de problème, puisque Pelé dispute une seule Copa América, et le Brésil est qualifié directement pour les Coupes du Monde 62 et 66. Donc il y a moins de matchs à disputer, et ils veulent aussi profiter de Pelé. Quand Santos part en tournée en Europe, le Brésil part en même temps en tournée, et comme ça permet d'avoir Pelé pour des matchs en Europe aussi, parce qu'on n'a pas abordé les amicaux en Europe avec le Brésil, mais il y en a aussi. Mais c'est vrai qu'on voit deux chiffres pour Pelé, 77 et 95, puisqu'il y a 18 buts face à des clubs ou des sélections d'État. Le Brésil aimait jouer parfois dans d'autres, un peu comme Santos au Brésil, ils allaient dans des villes dans d'autres états que Rio et São Paulo, et du coup ils jouaient contre une sélection locale des meilleurs joueurs de l'état. Ils vont jouer contre des grands clubs européens aussi. Pelé met un doublé contre l'Inter, un triplé contre l'Atlético de Madrid aussi. Et puis toujours pour revenir sur la violence, il y a un match très tendu face aux Corinthians en 58, juste avant la Coupe du Monde, puisque c'est Luizinho, je crois, qui aurait dû être appelé pour la Coupe du Monde, qui était l'idole du Corinthians, et qui ne l'est pas appelé. Et du coup, le match a lieu au Pacaembu et les supporters sont furieux après la sélection. Et le match est tendu et Pelé arrive blessé en 58. C'est lors de ce match qu'il se blesse. Donc, il y a tous ces buts-là qui peuvent être ajoutés. Il y en a même un dernier, après le 95, il y a le 96e but, pardon. Même si, oui, je le dis, c'est soit 77, soit 95. Le 96e but, en fait, c'est le jubilé de Garrincha au Maracana, où c'est vraiment la sélection brésilienne qui joue, avec Zagallo qui est l'entraîneur. Mais la CBD, donc la Confédération brésilienne, se désolidarise du match. Et ils ne veulent pas qu'en fait que le Brésil joue avec l'uniforme de la CBD. Donc il n'y a pas le logo, et le short est bleu-vert, c'est pas le bleu habituel. Et donc la fédération brésilienne ne considère pas ce match, mais Pelé joue et marque. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a 96 buts pour Pelé. Voilà, bon après, Neymar, même à 95, Neymar peut y arriver, hein. Il n'y a pas de souci. Et à la limite qu'il y arrive, comme ça fermera complètement le débat s'il doit être fermé. Et s'il continue d'agiter certaines rédactions, ça permettra de passer à autre chose. Et finalement, on va en arriver à la dernière question. Vous l'avez vu, donc on a essayé de contextualiser un peu tout et aussi de vaincre quelques clichés. Marcelin, si on doit dresser une grande conclusion de tout cela, laquelle serait-elle pour toi ? Bon, il y en a plusieurs, mais déjà, oui, une chose qu'il faut encore rappeler, c'est parmi les 1280 buts de Pelé en carrière, il n'y en a aucun qui ont été marqués en équipe de jeunes ou à l'entraînement. Et c'est des comptes qui ont été faits par les journalistes lorsque Pelé jouait encore. Il y a les feuilles de match, tout est vérifié, il n'y a pas de légende sur ses buts. Ouais, c'est pas Romario, quoi. C'est pas Romario, effectivement, qui lui a ajouté des buts en équipe de jeunes et aussi des matchs d'entraînement d'opposition que Pelé a joué, mais lui, ça compte pas dans le total. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on croit que Pelé a inventé ses buts, parce que Romario, lui, oui, il a inventé des buts, il n'a pas 1000 buts en carrière, même en prenant les matchs amicaux. Mais sur les matchs amicaux, pour Pelé, forcément, tous les matchs n'étaient pas importants. C'est pas non plus ce qu'on dit, que ça valait pas une finale de Coupe du Monde à chaque fois. Mais je pense qu'ils doivent être comptés, même s'il y a une différence. Parce qu'en Europe, on compte seulement les matchs officiels. Stefano, par exemple, a 308 buts avec le Real. Mais c'est seulement les matchs de Liga, Coupe du Roi et de la Ligue des Champions, enfin Coupe des clubs champions. Valdo, par exemple, qui est un attaquant brésilien qui a joué en Europe à l'époque de Pelé, il a marqué 160 buts avec Valence. C'est ce chiffre qui est retenu, mais en comptant les matchs amicaux, il y a 182 buts, donc il y a une légère différence. Et au Brésil, on compte ces matchs amicaux par leur importance historique. C'est le cas pour les 1091 buts de Pelé avec Santos, mais aussi pour les 509 de Zico avec Flamengo, par exemple, ou les 901 matchs d'Ademir avec Palmeiras. Et aujourd'hui, les matchs amicaux sont extrêmement rares au Brésil, donc ils sont plus comptabilisés. Mais à l'époque, c'est plus prestigieux que certaines compétitions. Et en Europe, ils permettaient d'évaluer les équipes d'Amérique du Sud. Il fallait faire une comparaison avec quelque chose d'actuel. Je pense qu'on pourrait parler du mondial des clubs, qui est plus prestigieux pour les Brésiliens que la Libertadores, puisque si tu gagnes la Libertadores, enfin le mondial des clubs, tu as gagné la Libertadores. Pour les Européens, c'est un tournoi secondaire. Mais en tout cas, oui, les amicaux, le championnat paulista aussi, de l'époque ne doivent pas être regardé avec les yeux d'aujourd'hui, parce que c'est une époque différente. Et par exemple, si dans le futur on a une Coupe du Monde tous les 2 ans,
ou une Ligue des Nations mondialisée, et du coup on n'a plus de matchs amicaux de sélection. C'est pas pour ça qu'il faut retirer les 34 buts de Messi avec l'Argentine en amical. Même chose avec les clubs, si on a une Super Ligue européenne, et du coup, tu as un championnat espagnol qui joue sur 3 mois avec 12 équipes et des écarts tellement importants que le Barça et le Real peuvent faire jouer les jeunes ou les remplaçants et gagnent quand même. Ça veut pas dire que le championnat espagnol des années 2010 ne valait rien. Donc chaque époque a ses spécificités et ses grands joueurs. Et Pelé n'a pas marqué 1000 buts officiels, mais il a bien marqué 1000 buts. Et face à des professionnels, même si évidemment le jeu a évolué depuis, et Pelé d'ailleurs a participé à cette évolution du jeu. Il y a quand même un niveau à l'époque, et pour ça il faut regarder les matchs en entier, parce que si tu regardes seulement des vidéos de buts ou de dribbles, mais si tu le fais aujourd'hui, tu vas regarder Ronaldinho ou Messi, t'as Sergio Ramos en face, il se fait dribbler, forcément c'est une compilation. Donc même Sergio Ramos il va avoir l'air d'un boulanger, donc il faut vraiment regarder les matchs en entier. Il y en a qui sont disponibles, et ça permet de voir le niveau qui était important. Et d'ailleurs, même à l'époque de Pelé, ses contemporains, ils dépassent pas les 500 buts. Il n'y a que Pelé qui a 1000 buts, que c'est un monstre dans la performance, mais aussi la régularité et la longévité. Je pense que c'est le secret pour atteindre les 1000 buts en carrière. Ouais, exactement. Et comme c'est une phrase que j'aime beaucoup, la phrase qui est notamment citée dans l'article que tu as consacré aux 1000 et quelques buts de Pelé, la phrase de Carlos Drummond de Andrade: ce qui est difficile, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas de marquer 1000 buts comme Pelé, c'est de marquer un but comme Pelé. Voilà, je pense que c'est la meilleure des conclusions pour revenir sur ce qu'était Pelé, sur ce qu'il a représenté, sur ce qu'il doit encore continuer de représenter. Et comme tu l'as dit, ne pas essayer d'appliquer le regard d'aujourd'hui pour mépriser le passé. Respectons-le aussi et surtout, parce que si on en est arrivé là aussi aujourd'hui, comme tu l'as laissé sous-entendre sur la fin, c'est aussi grâce à des Pelés qui ont fait avancer le jeu. On va en rester là sur ce podcast. Je vous invite, si vous voulez vraiment aller plus loin sur ces 1000 buts, sur l'histoire de ces 1000 buts et le contexte et ce qui a annonce ce qui se passe avant d'arriver à ce jour des 1000 buts. Je vous oriente vers le magazine, le numéro 8. Je vous mettrai le lien dans la description. Et pour le décompte tout en détail avec les moyennes de buts par match, vous allez voir que ça soit Europe ou Amérique du Sud, vous allez voir que les moyennes de buts sont pas franchement différentes. Vous allez voir que pourquoi on parle de monstre de régularité, vous comprendrez mieux. Ça sera sur le site. Merci Marcelin de m'avoir accompagné pour ce podcast. Merci à toi, c'est toujours un plaisir de parler de la carrière de Pelé, parce qu'elle est incroyable. C'était juste les matchs amicaux, mais forcément en compétition c'est aussi incroyable. Ouais, c'est ça, de toute façon, mais c'est aussi sur cela à cela aussi que servent ces podcasts, bien insister quand même. Parce que c'est vrai que, on va pas tomber dans les clichés actuels de dire oui, la cancel culture, machin, c'est pas le cas, c'est juste vraiment expliquer pourquoi un homme comme Pelé, était-ce un homme, comment s'appelait déjà le deuxième buteur de Santos qui dit qu'il est le meilleur buteur parce que c'est Pelé Pépé, qui se considère comme le meilleur meilleur buteur homme de Santos, que Pelé, il n'appartient pas à cette planète. Voilà, exactement. C'est aussi pour bien insister, comme je le disais il y a un instant, ne méprisons pas ce passé-là. Si le football est arrivé aussi là, c'est grâce à ces joueurs-là, et surtout grâce à ces joueurs-là. On va en rester là pour ce podcast, comme d'habitude. Je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à nous rejoindre sur Discord si vous voulez prolonger le débat par rapport à Pelé. N'hésitez pas, venez, rejoignez-nous, la rédaction est là et la communauté Hello est là aussi. Je vous encourage aussi à vous diriger vers notre chaîne Twitch sur laquelle on va organiser plusieurs projets. Les lives vont se passer là-dessus, mais aussi de futures émissions. Abonnez-vous à nos différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast, notamment la plateforme YouTube. Et bien sûr, rendez-vous régulièrement sur Lucarne Opposée pour suivre l'actualité du moment sur nos différents pays de la planète Hello, mais aussi pour vous cultiver. Et enfin, si vous voulez nous soutenir, deux moyens. Les magazines, c'est sur le site. Vous aurez les liens dans la description. Le numéro 16 est en cours, est disponible. Mais tous les autres, ils sont tous disponibles. De toute façon, c'est ça qui est magique. Ça fait 4 ans, au moment où ce podcast sort, que l'on a démarré les magazines. Donc profitez-en pour faire le plein de culture. Et l'autre moyen de nous soutenir, c'est d'aller vers notre maison d'édition pour vous procurer nos livres. Le Garincha de Marcelin Chamoin, si vous voulez aussi replonger dans ce Brésil-là et dans cette histoire incroyable qu'est la vie de Garincha et les 11 Caminos al Gol version française, la plongée dans le cerveau du maître Bielsa. Voilà, d'autres ouvrages ne vont pas tarder à arriver. Surveillez bien et surveillez nos réseaux sociaux, vous aurez des annonces et tout.
Voilà, on vous laisse là. Merci à tous et à très bientôt les amis.